Bonjour à tous et bienvenue dans Place de la République. Aujourd'hui, on vous parle de l'Europe. Crise de l'euro, crise des migrants, l'Union européenne est régulièrement accusée d'empêcher les États d'être libres de leur politique. On a voulu construire une Europe qui protège, qui apporte de la prospérité économique, et beaucoup lui reprochent aujourd'hui de faire exactement l'inverse, de contraindre les États et même parfois de les appauvrir. Le champ d'action de l'Union européenne n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Rappelons-le, ce sont les États membres eux-mêmes qui l'ont progressivement élargi par différents traités. Au départ, le traité de Rome de 1957, l'acte fondateur de l'Europe, définissait un certain nombre de politiques communes comme l'agriculture. Il fixait aussi des objectifs en matière de coopération économique et des moyens d'action pour y parvenir. Le transfert de compétences à l'Union européenne a ensuite été progressif pour répondre de façon commune et plus efficace aux défis économiques et sociaux. Depuis le traité de Lisbonne de 2009, le dernier en date, qu'est-ce qui relève de l'Europe ? L'Union dispose de compétences exclusives. Cela signifie qu'il y a des domaines où elle seule peut faire la loi. Ils sont au nombre de 5. La politique monétaire pour les États membres de l'euro, l'union douanière, la politique commerciale commune, l'établissement des règles de concurrence sur le marché intérieur et la conservation des ressources biologiques de la mer. L'Europe dispose ensuite de compétences dites partagées. Les pays sont libres de légiférer tant que l'Union européenne ne le fait pas. C'est le cas de figure le plus fréquent d'ailleurs. Par exemple, la politique de sécurité, l'énergie, la recherche ou encore la politique agricole commune. Enfin, dans d'autres domaines comme le tourisme, l'industrie ou l'éducation, l'Union européenne a simplement une compétence d'appui pour compléter, pour coordonner l'action des États membres. Il faut savoir que dans tous les cas, le droit européen prime sur le droit national. S'il y a un conflit, eh bien c'est le texte européen qui est appliqué. Et tout citoyen français peut alors invoquer le droit européen devant un tribunal. Alors à première vue, cela donne beaucoup de pouvoir à l'Union européenne. Mais en termes de volume, le droit européen ne représente en fait qu'une petite proportion des lois. Dans les domaines du logement ou de la défense par exemple, seuls 5% des textes viennent de l'Union européenne. Et cette part monte à 30% dans 3 secteurs, l'agriculture, l'environnement et la banque. Et surtout, 2 principes juridiques fondamentaux préservent la souveraineté des États. Le premier, c'est le principe de proportionnalité. L'Union européenne doit proportionner son action aux objectifs. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire plus que ce qui est strictement nécessaire pour les réaliser. Et le deuxième principe, c'est le principe de subsidiarité, qui, lui, établit que l'Union européenne n'a le droit d'intervenir que si son action peut être plus efficace que celle du pays lui-même. Elle est en quelque sorte secondaire, elle suppose que l'État seul n'ait pu résoudre le problème et ne soit pas l'échelon le plus pertinent. Les États gardent donc bien une liberté d'action. D'où vient alors ce sentiment de frustration ? Alors, donne-t-on trop de souveraineté à l'Union européenne ? Experts et politiques nous donnent leur point de vue. Élodie Jacquier-Laforge, députée MoDem de l'Isère, Luc Carvounas, député socialiste du Val-de-Marne, Emmanuel Cartier, constitutionnaliste, Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Marietta Caramanli, députée socialiste de la Sarthe, Léo Combrade, constitutionnaliste, Sacha Houlié, député La République En Marche de la Vienne. On a pu parfois considérer que l'Union européenne supposait pour la France d'abandonner une partie de sa souveraineté. Ce qui se ferait par conséquent au détriment du peuple, puisque notre Constitution prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple français. Donc au final, ça serait le peuple qui serait dépossédé par ce processus d'intégration européenne, rendu par ailleurs possible par les différentes révisions constitutionnelles qui ont autorisé justement ces pertes de souveraineté. Je ne pense pas que la France perd de la souveraineté avec l'Union européenne. Elle a transféré des compétences, peut-être des compétences souveraines, mais ce sont des simples compétences qu'elle a transférées par une sorte de contrat, c'est-à-dire de traité, et elle peut très bien décider demain de récupérer ces compétences. Et on le voit très bien avec le Brexit.
nous avons le Royaume-Uni qui est en train de récupérer ses compétences. Le Royaume-Uni n'a jamais perdu sa souveraineté. Il a récupéré des compétences. Maintenant, sur la question donc d'un transfert excessif de compétences, il résulte du fait qu'en France, nous avons une conception très statocentrée. Si vous me permettez l'expression un peu technique, nous sommes statophiles, c'est-à-dire nous adorons l'État et nous pensons que l'État, c'est la forme de gouvernement et de vie collective définitive et qu'il n'y aura jamais d'autre forme de gouvernement. Et finalement, c'est assez faux, puisqu'on peut imaginer de vivre ensemble autrement, on peut imaginer de transférer des compétences à l'échelon local, et c'est ce que nous avons fait, mais peut-être pas suffisamment, et on peut également penser qu'il est nécessaire et indispensable de transférer des compétences au niveau supranational. Mais en France, il y a un blocage. Donc en réalité, cette souveraineté, la France continue à l'exercer d'une manière différente. Elle l'exerce dans le cadre des institutions de l'Union européenne, en particulier dans le cadre du Conseil de l'Union. Elle l'exerce aussi, bien évidemment, d'une manière indirecte par le biais du peuple français, au sein du Parlement européen, qui est élu par l'ensemble des peuples européens, selon d'ailleurs des règles qui sont propres à chacun des États. Donc, en réalité, la souveraineté n'est pas abolie dans le fonctionnement même de l'Union européenne. Elle échappe peut-être aux citoyens au quotidien, dans la mesure où beaucoup de décisions comportent une dimension assez technique et donc semblent finalement édictées plus par la technocratie européenne que par les représentants du peuple européen ou par les représentants des États. Le problème global qui est posé, c'est celui de la souveraineté des peuples. Je vous rappelle que la gauche est née sur cette question. Au moment des États généraux, lorsqu'il s'agit de décider si le roi pouvait garder un droit de veto ou pas, à gauche sont situés ceux qui étaient contre ce droit de veto, donc pour la souveraineté du peuple, à droite ceux qui étaient pour conserver ce droit de veto. C'est finalement le même débat. Ce sont les peuples qui sont souverains ou est-ce que ce sont d'autres qui sont souverains, notamment je pense au marché, à la finance, à travers la question européenne. Vous avez une concurrence généralisée entre les peuples, de dumping généralisé pour un nivellement vers le bas. Et tout ça, ce sont des choses qui sont imposées par des règles communautaires que nos gouvernements ont acceptées. Il y a une hypocrisie là-dedans, ça tombe pas d'en haut. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que les entreprises, les lobbies, les groupes d'intérêt, qu'ils soient en matière environnementale, qu'ils soient en matière économique ou en matière de contrôle des frontières extérieures et de puissance régalienne, ils ont dépassé les États, et surtout les États européens. Et donc on a une forme d'organisation qui aujourd'hui ne les contraint plus. Ce qui fait que pour retrouver une souveraineté, pour s'organiser et pour contraindre le plus efficacement possible ces groupes, eh bien, moi je crois qu'il faut que l'État et les États puissent retrouver et recouvrer une souveraineté, et donc la transférer pour l'exercer pleinement. Ce qui implique que tout ce que l'État n'est pas capable de faire lui-même, contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne, assujettir des grands groupes américains à l'impôt en Europe, et donc c'est l'exercice sur les GAFA, imposer des normes environnementales contraignantes partout sur le territoire européen. Eh bien ça, je crois qu'il n'y a que l'Union européenne qui aujourd'hui a une puissance publique suffisante pour le créer. Perte de souveraineté, j'irai pas jusque-là. Est-ce que il y a une perte du sens à l'Europe auprès de nos compatriotes? Moi, j'ai envie de vous dire oui. Parce que c'est quoi finalement l'Europe d'après-guerre? C'était une formidable idée politique qui s'est perdue en chemin par la technostructure, qui aujourd'hui, regardez, 80% des directives européennes sont transcrites en droit français. Et ces directives viennent d'où? De la Commission européenne, puisque même les députés européens aujourd'hui n'ont pas, contrairement aux députés nationaux, la possibilité de déposer des projets de loi. Vous voyez, parfois, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit on marche un peu sur la tête. Et c'est pour ça aussi que moi, je souhaite redonner du sens politique à l'Europe. Cette crise que l'Union européenne connaît aujourd'hui depuis plusieurs années même, on peut l'expliquer à la fois par un sentiment de désenchantement de la population, des États,
en tout cas de la population, des citoyens vis-à-vis de l'Europe, qui attendent beaucoup et qui est lié aussi à la fois à une large responsabilité des États renvoyés vers l'Union européenne. C'est la faute de l'Union, c'est la faute de l'Europe, chaque fois qu'il n'était pas capable, l'État, d'assumer ses responsabilités. Et de l'autre côté, c'est ce décalage qui existe entre l'Union européenne et la vie quotidienne des citoyens. On a non seulement accepté, mais voulu que l'Union européenne puisse, dans certains cadres et dans une certaine mesure, prendre une part de souveraineté. Pour moi, c'est vraiment important de rappeler l'importance de l'Europe dans notre histoire et pourquoi on a créé cette Europe-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on a une Europe qui est, en tout cas vis-à-vis des concitoyens, trop décalée par rapport aux attentes. Mais je suis vraiment très déterminée et convaincue qu'on peut avoir mieux d'Europe et mieux expliquer l'importance de l'Europe et l'importance de prendre en compte cet espace-là dans notre vie en France. Moi, je regrette qu'on sort d'un scandale des Paradise Papers et qu'à aucun moment le gouvernement n'ait mis sur la table l'idée d'un grand sommet européen pour l'harmonisation fiscale européenne entre les Pays-Bas, l'Irlande, tous ces pays où l'on peut finalement, soi-disant, faire tirage et grattage de ce qu'on peut évacuer en termes de fiscalité quand on est un grand groupe. Voilà, l'Europe, elle doit être au service des Européens et des Français. Elle ne doit pas être une grande machine où depuis des années, on y a participé, hein. On nous parle des 3%, toujours les 3%, etc. Sauf qu'à un moment donné, j'aurais aimé que, si on parlait un peu plus de politique, on aille négocier par rapport au traité que des 3%, on enlève, je vous donne un exemple concret, les 1,8 milliard d'opérations extérieures de la France à l'étranger, qu'on enlève toutes les sommes investies dans le projet de loi de finances dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vous voyez ce que cela donnerait comme marge de manœuvre pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens? Mais non, on est toujours sous la doxa de la technostructure européenne, comme si on avait du mal à redonner du sens politique à tout cela. Il faut aussi aux politiques de faire sens. Et c'est donc à nous de remettre un peu les points sur les i et les barres sur les t à l'idée européenne. Il y a un contrôle démocratique des décisions qui sont prises au sein de l'Union européenne. Nous avons un Conseil qui est l'émanation des exécutifs nationaux. Nous avons surtout un Parlement européen qui a de plus en plus de pouvoir et qui peut contrôler l'action politique. Par conséquent, je ne vois rien d'inquiétant dans le fait de transférer ce type de compétences au niveau européen. La Commission n'est pas élue, mais ces commissaires européens sont responsables devant le Parlement européen. Et il serait envisageable un jour que le Parlement européen décide soit de demander davantage de comptes à une commission, ou bien de décider de renverser cette commission comme un Parlement national peut renverser le gouvernement. Je vous rappelle que la commission Santer a été renversée dans les années 90 par le Parlement européen.